Salut tout le monde. Vous l'avez sûrement vu il y a quelque temps, Donald Trump était dans les starting blocks pour obtenir le prix Nobel de la paix. C'était vraiment son objectif du moment et il était convaincu qu'il le méritait plus que n'importe qui. Alors, à ce moment-là, vous vous êtes peut-être dit, tout en lançant un petit ricanement, que c'était encore une lubie délirante de sa part, comme si une récompense aussi prestigieuse pouvait être attribuée à un type comme lui, quoi. Et ben en fait, quand on se penche sur l'histoire de ce prix Nobel, on se rend compte que, malheureusement, l'idée de l'attribuer à Donald Trump n'était peut-être pas si délirante que ça. Pas parce que Trump serait un pacifiste incompris, mais plutôt parce que, pour le dire rapidement, ce fameux Nobel de la paix, c'est un peu une énorme blague. Et la dernière lauréate récemment récompensée n'en est qu'une preuve supplémentaire. Do you endorse this idea of more seizures and possibly even a blockade? Look, I absolutely support President Trump's strategy because I believe he is a champion of freedom in this hemisphere. Donc bienvenue dans ce nouveau petit épisode qui sera peut-être un peu plus léger que d'habitude et dans lequel on va voir que donner la plus haute distinction internationale pour la paix à des criminels de guerre notoires, c'est une pratique qui n'a malheureusement rien de nouveau. Déjà, on va faire un petit rappel nécessaire de comment ce prix est attribué, parce que rien que ça, c'est déjà assez particulier. Ouais, parce que pour un prix aussi prestigieux et surtout qui concerne le monde entier, ça serait assez logique que ce soit le rôle d'un genre d'assemblée internationale sous l'égide de l'ONU par exemple, et qui serait composé de personnes de tous les continents. Eh ben, c'est pas du tout ça. En fait, le prix Nobel de la paix est attribué par très exactement 5 personnes en Norvège. Cette situation est due à l'histoire de ce prix, qui a été voulu à la fin du 19e siècle par Alfred Nobel, un ingénieur et homme d'affaires suédois, connu notamment pour son invention de la dynamite, et qui a été mis en place après sa mort sur la base de son testament, qui confiait la responsabilité de la récompense au Parlement norvégien. Donc aujourd'hui, c'est ce Parlement qui élit régulièrement les 5 membres du Comité Nobel pour la paix. Donc voilà comment, à la fin, on se retrouve avec ce fonctionnement. Des personnes ou des corps législatifs considérés comme qualifiés, donc des professeurs, des organismes internationaux, des universités, etc., soumettent des propositions au comité Nobel norvégien. Un filtrage en interne à l'aide de conseillers experts réduit la liste à environ 200 noms, sur lesquels les jurés délibèrent pour n'en garder que 5, parmi lesquels le lauréat ou la lauréate sera désigné par un vote des 5 jurés du comité. Voilà, donc en résumé, l'une des distinctions internationales les plus prestigieuses et qui concerne la chose peut-être la plus importante à cette échelle est entre les mains d'un petit club de 5 personnes d'un pays occidental appartenant de fait au nord impérialiste et à la politique très atlantiste. Bon, franchement, je vois pas comment le processus pourrait avoir le moindre biais, faudrait vraiment être mauvaise langue pour dire ça. Bah en fait, ça tombe bien, parce que si vous connaissez cette chaîne, vous savez que moi, j'aime bien être ce genre de mauvaise langue. Donc, maintenant que ce petit rappel est fait, on va voir à quel point ce fonctionnement résulte bien souvent en un festival de foutage de gueule. Et avant de passer à ça, je fais un petit encart de quelques secondes juste pour vous dire que si vous appréciez ce travail et que vous le jugez utile, abonnez-vous à la chaîne en activant bien la cloche et partagez les vidéos au maximum sur vos réseaux parce que, comme j'en ai parlé il y a pas longtemps, l'algo ne m'aide pas vraiment à décoller. Alors faudrait peut-être que je fasse du gaming ou des concours d'anecdotes pour que ça marche mieux, mais bon, c'est pas trop mon truc, donc si vous pouvez me filer un coup de main avec ces petites actions simples et gratuites, je suis preneur. Et sur ce, on revient à nos champions de la paix. Alors, je vais quand même commencer par un petit disclaimer. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais pas mal me moquer et dénoncer l'institution du Nobel de la paix, mais ça veut pas dire que tous les lauréats sont des scandales ambulants. En plus d'un siècle, il y en a quelques-uns qui étaient des activistes sincères et qui ont eu un impact positif indéniable. Je pense évidemment à Nelson Mandela, à Martin Luther King ou Albert Luthuli par exemple. Mais bon, pour la faire courte, disons que ces quelques cas ne constituent pas la majorité du genre. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. En fait, bien souvent, ce prix a été décerné à des personnalités qui n'étaient ni plus ni moins que de véritables criminels, qui avaient bien plus leur place au tribunal de La Haye que derrière une médaille honorifique. Et non, je n'exagère même pas. Et pour vous en convaincre, je vais donc faire un petit cherry-picking de ce que je pense être les 3 Nobel de la paix les plus scandaleux. Et oui, j'assume de faire mon petit choix dans la liste, j'avais prévenu que ce serait une vidéo un peu plus légère, mais vous allez voir que ces cas sont quand même représentatifs
motif d'une certaine logique qui est souvent mise en œuvre dans l'attribution de ce prix. Et sans plus attendre, présentons le premier sélectionné de ce podium, un grand stratège considéré comme historique de la diplomatie états-unienne, le redoutable Henry Kissinger, lauréat du prix Nobel de la paix en décembre 1973 et qui a quitté ce monde assez récemment à l'âge vénérable de 100 ans. Comme quoi les crimes de guerre, ça maintient en forme. Donc, qui était ce brave Henry et qu'a-t-il fait pour mériter une telle distinction? Le point culminant de sa carrière, là où il a eu beaucoup de pouvoir et une importance de premier plan, c'est à la fin des années 60, puis la majeure partie des années 70. À ce moment-là, il était conseiller à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, sous la présidence de Richard Nixon, puis de Gerald Ford. Et on est en plein cœur de la guerre froide, donc autant vous dire qu'il se passe pas mal de choses, et Kissinger en est un soldat particulièrement actif. Donc, pour vous montrer à quel point sa nomination était un scandale absolu, je vais me limiter à deux de ses grands accomplissements. Le premier se passe au Chili et commence en 1970. À la fin de l'année, le socialiste Salvador Allende est élu président du pays. Et si vous connaissez un tant soit peu la mentalité des élites états-uniennes, vous savez que les mots socialiste et élu dans la même phrase, ça a tendance à pas vraiment passer. Et c'est bien pour ça que Kissinger et ses équipes élaborent des plans de coup d'état pour le Chili dès l'annonce de l'élection d'Allende, avant même qu'il entre en fonction. Ce que je vous raconte là, ce sont des faits établis historiquement. Ça fait des années qu'on dispose de documents déclassifiés de la CIA qui montrent tout le déroulé des opérations et le degré d'implication de Kissinger qui était maximal. Il s'est notamment appuyé sur des militaires d'extrême droite comme le général Vio ou le général Valenzuela. La CIA a envoyé clandestinement des armes à ces factions et leur plan a d'abord abouti à l'assassinat du général René Schneider qui était favorable à une transition normale du pouvoir vers le nouveau président élu. Et par la suite, les efforts pour déboulonner Allende n'ont jamais cessé, jusqu'à son assassinat brutal le 11 septembre 1973 qui permet aux États-Unis d'installer tranquillement au pouvoir l'un des dictateurs les plus glaçants du XXe siècle qui restera toujours un grand ami du pays de la liberté, un certain Augusto Pinochet. Suite au coup d'État, la complicité de Kissinger avec la junte sanguinaire de Pinochet a été totale. Des mémos déclassifiés montrent que Kissinger se tenait minutieusement informé des pires exactions du nouveau régime chilien. Il les approuvait de fait, et il y a même participé via le plan Condor, qui consistait en gros à mener des actes de répression violente pour maintenir à flot des dictateurs d'Amérique latine alliés de l'oncle Sam. Bref, on sait très bien aujourd'hui que Kissinger était un allié fervent et zélé du criminel de masse qui a fait régner la terreur sur le Chili pendant plus de 15 ans, et ces actes le rendent directement coupable de crimes qui auraient largement pu lui valoir de lourdes condamnations devant un tribunal international. Tout ça s'est bien déroulé avant son obtention du prix Nobel, mais la raison pour laquelle il l'a eu concerne en fait l'autre bout de la planète, où les États-Unis menaient aussi à cette époque quelques petites activités diplomatiques à leur manière, quoi. Nous sommes vers la fin de l'année 1968. Les États-Unis sont empêtrés dans la guerre du Vietnam depuis 13 années et un processus de négociation est en cours à Paris entre le Vietnam du Nord révolutionnaire, les États-Unis et le Vietnam du Sud. De son côté, le pays de la liberté et de la démocratie est en pleine période électorale. Lyndon Johnson est le président sortant et le démocrate Hubert Humphrey affronte le républicain Richard Nixon. De son côté, Henry Kissinger, qui était déjà bien inséré dans les cercles politiciens de Washington, a en tête de faire gagner Nixon. Et il se dit que si les accords de Paris aboutissent rapidement à un cessez-le-feu et à un apaisement du conflit, c'est le camp démocrate qui en retirera les bénéfices politiques, ce qui n'est pas très bon pour l'élection de Nixon. Donc, il va se servir de son réseau pour convaincre le gouvernement du Sud-Vietnam, la partie alliée des États-Unis, qui seront bien mieux servis par une administration républicaine, et qu'ils ont donc intérêt à agir en faveur de l'élection de Nixon. Il les persuade donc d'user de divers stratagèmes et de se retirer des négociations au moment opportun, et de fait, elles n'aboutissent pas. Donc, en résumé, Kissinger a délibérément saboté les négociations de Paris et prolongé la guerre de plusieurs années pour des raisons purement
électoraliste. Au début de l'année 1969, Richard Nixon entre en fonction à la Maison-Blanche avec Kissinger à ses côtés en tant que conseiller à la sécurité nationale. Et voici un très rapide résumé de la politique de la nouvelle administration sur le Vietnam pendant les 4 années qui suivent. Pendant les premiers mois de 1969, l'opération Speedy Express est lancée dans le delta du Mékong. L'objectif officiel, c'était de nettoyer la zone d'une présence ennemie supposée et de la pacifier en sauvant les habitants des griffes de l'ennemi Viet Cong. Dans les faits, toute cette opération ne fut rien de moins qu'un effroyable et gigantesque crime de guerre où des exactions étaient commises quotidiennement et des milliers de civils innocents ont été massacrés par les forces américaines. L'administration Nixon est également celle qui a bombardé massivement le Cambodge et le Laos, voisins du Vietnam, qui abritaient selon eux des bases de l'ennemi vietnamien. Là aussi, ces bombardements constituent l'un des pires crimes de masse de cette période, avec environ 300 000 morts au Cambodge et au moins 50 000 au Laos. Et il n'y a aujourd'hui absolument aucun doute sur le fait que Nixon et surtout Kissinger étaient parfaitement au courant de ce qui se passait et du risque important de mort civile. Plusieurs mémorandums rédigés pour eux par les chefs d'état-major de l'armée font état de ce risque et les conversations de l'époque montrent qu'ils en étaient très bien informés. Ces crimes ont donc été commandités et perpétrés en toute connaissance de cause. Finalement, en janvier 1973, les négociations reprennent et les accords de Paris sont signés. Les États-Unis retirent alors leurs troupes du Vietnam du Sud, ce qui aurait pu se faire 5 ans plus tôt pour éviter des centaines de milliers de morts si Kissinger n'avait pas saboté les négociations à l'époque. Mais la guerre n'est clairement pas finie pour autant. Et un peu plus tard la même année, malgré une loi adoptée par le Congrès américain pour couper les fonds à l'aide militaire au Sud-Vietnam et stopper les bombardements sur le Cambodge, Nixon et Kissinger les ont en fait intensifiés pendant l'été. Il faut bien retenir ça, on le dira jamais assez, ce type est clairement l'un des pires criminels de masse du XXe siècle. Et là, j'ai vraiment pas été exhaustif, Le mec a aussi fait des dingueries à Chypre, au Bangladesh, au Timor. Si vous voulez creuser un petit peu ça, je vous renvoie à ce petit bouquin assez précis qui m'a largement servi pour cette vidéo. Et c'est donc pour l'ensemble de cette magnifique œuvre que notre cher Henry Kissinger reçoit le prix Nobel de la paix au mois de décembre. Et pour le coup, personne ne pouvait se cacher derrière une prétendue ignorance. Tous ces faits étaient déjà connus à l'époque. La responsabilité de l'administration Nixon dans les bombardements du Cambodge et du Laos était évidente et établie. Les crimes de l'opération Speedy Express avaient été révélés en 1972 par Newsweek et il était de notoriété publique que Kissinger surveillait minutieusement le déroulé de la guerre et était particulièrement actif dans le processus décisionnel. C'était vraiment lui qui menait la danse. D'ailleurs, ce prix Nobel était tellement abusé qu'il avait déjà suscité la polémique à l'époque, et 2 membres du comité ont même préféré démissionner après cette attribution. Et d'ailleurs, le prix devait aussi être attribué à Lee Duc-tho, l'homologue nord-vietnamien de Kissinger. Mais lui, il avait certainement compris le genre d'arnaque propagandiste que c'était parce que il l'a tout simplement refusé. Sur ce, je vous propose un léger saut temporel de 5 ans pour rejoindre notre deuxième champion. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il a été un peu oublié lui, donc je vais raviver un peu son souvenir parce que franchement ça vaut le coup, vous allez voir. Je vous présente mon deuxième choix, Menahem Begin. Il a été Premier ministre d'Israël de 1977 à 1983, c'est même le premier chef d'État de droite que le pays ait connu, et il a reçu le glorieux Nobel de la paix en 1978 avec Anwar el-Sadat, le dirigeant de l'Égypte à l'époque, et Jimmy Carter, le président des États-Unis. Ce joyeux trio a été récompensé pour les accords de Camp David, qui marquaient notamment la paix entre Israël et l'Égypte et le retrait d'Israël du désert du Sinaï pour le restituer à son voisin. Bon, le petit problème c'est que le bilan de Begin en termes de paix... comment dire, l'un de ses hauts faits les plus connus, c'est sûrement quand il a décidé d'honorer son prix Nobel en lançant une invasion à grande échelle du Liban. Et c'est à l'occasion de cette guerre qu'Israël a mis à profit sa collaboration avec les phalanges chrétiennes libanaises pour commettre les pires horreurs, dont le tristement célèbre massacre de Sabra et Shatila. On est revenus les premiers à l'aube au camp, et c'est là où pendant 1h30, 2 heures, on est resté tout seul dans un camp où il y avait, les chiffres vont de 800 à 4000 morts, j'en sais rien, mais des tas de morts, des petits-enfants empilés avec des petits-enfants, des petites filles avec des petites filles, des vieux... Les Israéliens avaient décidé de se débarrasser des terroristes. Les terroristes, c'était les Palestiniens qui étaient dans le camp de Sabra Shatila
à Beyrouth. Donc ils avaient fait un plan pour éliminer tout ça. Bon, ils investissent le Liban, et on leur dit calmez-vous, etc. On négocie et on obtient le départ des combattants palestiniens en Tunisie, au Yémen, enfin ils quittent Beyrouth. Il ne reste plus que les femmes, les enfants et des gamins de 18-20 ans. Mais les Israéliens, Sharon notamment, dit non, les terroristes, il faut avoir leur peau. Et pendant 48 heures, les Israéliens ont pris leur supplétif, c'est-à-dire les phalangistes libanais, mais qui étaient préparés et entraînés pour faire ce coup. Et eux, ils ont servi de main-d'œuvre pour massacrer. Des Israéliens sont eux-mêmes rentrés dans le camp pour liquider un certain nombre de personnages. Et c'est eux qui ont fait cette boucherie. Alors on va me dire, non mais là t'abuses, tout ça s'est passé 4 ans après son prix Nobel, le comité pouvait pas prédire ce genre de dinguerie. Qui aurait pu prédire ? Alors vous admettrez que ça montre quand même que le comité a beaucoup de nez dans ses choix de lauréats. Mais surtout, en 1978, il y avait tout ce qu'il fallait à disposition pour savoir que Menahem Begin, c'était pas vraiment un fervent défenseur de la paix et de la concorde entre les peuples. Et pour ça, il suffisait de se pencher un peu sur son idéologie et son parcours. Il avait rejoint depuis son plus jeune âge le mouvement sioniste révisionniste de Vladimir Jabotinsky, c'est-à-dire ce qui a donné la droite ultra dure israélienne qui a toujours assumé un recours à la force armée pour imposer la colonisation. De 1943 à 1948, Begin est le leader de l'Irgun, un groupe paramilitaire extrémiste coupable de nombreux massacres et attentats sur cette période. Pour citer les cas les plus connus, c'est par exemple ce groupe qui a perpétré l'attentat à la bombe sur l'hôtel King David en juillet 1946, un acte qui a causé la mort de plusieurs civils arabes, juifs et britanniques. Et en 1948, c'est encore lui qui se rend coupable du massacre de Deir Yassin. C'est un genre d'Oradour-sur-Glane palestinien pour vous donner un peu l'ampleur du traumatisme, qui a d'ailleurs été très efficace pour répandre la terreur dans d'autres villages et faire fuir leurs habitants, un fait que Begin lui-même a parfaitement apprécié. Bref, en somme, il y avait quand même quelques petits indices, quoi. Et d'ailleurs, la raison de son prix Nobel n'était rien de plus que la résolution classique et nécessaire d'un conflit territorial avec un État voisin, puisque toutes les autres dispositions des accords de Camp David sont restées lettres mortes, notamment les quelques lignes qui portaient sur les droits des Palestiniens. Et en fait, Begin a utilisé cet épisode comme un rouage de sa stratégie coloniale. Comme il était plus gêné à l'ouest par son voisin égyptien, il a pu rediriger son énergie et sa politique vers une accélération sans précédent de la colonisation de la Cisjordanie. Comme quoi, finalement, un prix Nobel de la paix, c'est plutôt pratique pour faire la guerre. Habile. Allez, le moment est venu de s'attaquer au dernier élément de ce top 3, et lui aussi, c'est un sacré morceau. Generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Ah, Barack Obama. Il était quand même temps qu'on en parle sur cette chaîne, Ce président américain qu'on nous présentait à l'époque comme un porte-étendard du progressisme et du changement et de l'espoir des peuples. Je sais, c'est vraiment surprenant, mais dans les faits, il a été absolument tout l'inverse, et c'est absolument pas une exagération. En octobre 2009, suite au lobbying intense du Norvégien Thorbjørn Jagland, le prestigieux Nobel de la paix est décerné au président des États-Unis. Ce qui avait tout de même suscité quelques haussements de sourcils à l'époque, qu'Obama lui-même avait d'ailleurs relevé. But perhaps the most profound issue surrounding my receipt of this prize is the fact that I am the commander-in-chief of the military of a nation in the midst of 2 wars. En effet, il y avait de quoi s'interroger. Et en fait, si on regarde la politique étrangère qu'Obama avait déjà entamée pendant ses 9 premiers mois de présidence, et surtout si on se penche sur la suite des événements, on a une fois de plus une belle démonstration que ce fameux Nobel de la paix est l'une des plus grosses arnaques de ces dernières décennies. Déjà, comme l'a souligné même le New York Times, Obama est le premier président états-unien à avoir exercé 2 mandats en étant continuellement en guerre. Donc pour ce qui est de l'apaisement et de remplacer la guerre par la paix, on repassera. Et de fait, Obama est sans conteste l'un des présidents les plus guerriers de l'histoire récente des États-Unis. Déjà, concernant l'Afghanistan, il n'était pas vraiment sur une recherche de désescalade. I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. Et cette stratégie de surge ou de suroffensive en Afghanistan avait déjà été pas mal critiquée et s'est révélée assez désastreuse. Mais il y a vraiment bien pire encore concernant cette zone. Et ceux qui connaissent un peu le bilan réel d'Obama en termes de guerre savent bien de quoi je parle. Le fameux
programme de drone. Déjà, petite explication de cette technique de guerre. L'idée, c'est d'utiliser diverses techniques de renseignement pour identifier et suivre sur une longue période une personne jugée ennemie. Donc typiquement sur cette zone, ça va être des terroristes affiliés à Al-Qaïda par exemple. Et le but final est d'éliminer cette personne en lui balançant un missile sur la tronche depuis un drone piloté à des milliers de kilomètres de là, depuis la salle d'une base américaine. C'est une tactique qui avait déjà commencé sous l'administration Bush et qui était bien sûr déjà extrêmement contestable en soi, et on va voir pourquoi. Mais Obama, au lieu de mettre fin à ce sinistre héritage de ses adversaires politiques, a plutôt choisi de décupler son utilisation. Les données compilées par le Bureau du journalisme d'investigation sont sans appel. Les frappes de drones se sont multipliées sous sa présidence, et en toute logique, le nombre de victimes a suivi, dont des victimes civiles, y compris des femmes et des enfants. Et c'est un peu ça le principal problème. Pour toute une variété de raisons, ce programme de drone est une véritable machine à crime de guerre. Ça, on le sait notamment grâce aux révélations de Daniel Hale, relayées par le média indépendant The Intercept en 2015. Selon ces documents, la CIA et l'armée utilisent massivement des renseignements électroniques, qui sont considérés comme de faible qualité dans le milieu du renseignement. C'est-à-dire que les analystes vont concrètement suivre un téléphone par exemple, en considérant qu'il est bien manié par la cible qu'ils veulent atteindre, ce qui bien trop souvent se révèle être faux. Par ailleurs, Obama lui-même assurait à l'époque que les frappes de drones n'étaient utilisées que si la cible présentait un danger imminent pour du personnel américain, et si on était quasi certain qu'il n'y aurait pas de victimes civiles, ce qui n'était ni plus ni moins qu'un mensonge éhonté. Les documents révélés par Daniel Hale montrent en réalité des règles d'engagement beaucoup plus larges qui nécessitent seulement que la cible soit une menace pour le personnel ou les intérêts états-uniens. Une description vague et floue bien comme il faut pour laisser une bonne marge d'interprétation. En conséquence de tout ça, le bilan humain de ces opérations est catastrophique. La proportion de morts civiles est hallucinante. Par exemple, sur l'opération Haymaker, le programme de drones sur l'Afghanistan et le Pakistan, en un peu plus d'un an, les frappes de drones ont tué environ 200 personnes, dont seulement 35 étaient les cibles initialement visées, et sur une période de 5 mois, 90% des morts n'étaient pas les bonnes personnes. Et encore, on parle de la zone d'opération où les forces américaines disposent du niveau d'information le plus élevé. Au Yémen et en Somalie, ils frappent encore plus à l'aveugle. Et bien évidemment, tout ça a donné lieu à des événements tragiques, comme des frappes sur des rassemblements civils ou même des mariages. Et derrière, pour masquer ce bilan honteux, les services de l'armée mentent et manipulent l'information en considérant par défaut que tout homme tué dans une frappe était un combattant ennemi, et ces cas-là sont labellisés EKIA pour Enemy Killed in Action, c'est-à-dire ennemi tué au combat. Alors peut-être que certains voudront me dire « Mais attends, ça c'est des choses qui se passent au sein de l'armée ou de la CIA. Obama c'était le président, il pouvait pas non plus tout contrôler. Donc tout ça, ça a pu se passer dans son dos. » Non, 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 non. Non, 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 non. Là-dessus, les documents sont aussi très clairs. Il y a toute une chaîne d'approbation des assassinats qui part de la collecte de renseignements et qui va jusqu'au président lui-même, qui doit approuver et signer chaque cible désignée. D'autre part, les comptes rendus de morts civiles et les critiques du programme de drone n'ont même pas attendu les révélations de Daniel Hale pour se faire entendre. En 2013, Human Rights Watch avait déjà alerté sur la question, et la même année, un analyste pour l'armée elle-même avait fait tomber le mythe de la haute précision des frappes de drone. Autrement dit, il était impossible qu'Obama ignore la réalité de cette industrie criminelle. Et quand bien même on voudrait encore alléger sa peine en supposant qu'il pouvait pas tout suivre minutieusement, comme il l'a dit lui-même à propos de ce programme, en dernière instance, en tant que chef des armées, je suis responsable du processus que nous avons mis en place. Et on peut encore continuer son bilan, Par exemple, avec l'intervention calamiteuse en Libye qui a mis par terre un pays entier avec son modèle social au profit d'une guerre de clans permanente et d'un retour sordide de la traite d'esclaves. Je m'étends pas plus là-dessus parce que je pense que vous vous en souvenez bien et j'en ai déjà traité certains aspects en vidéo. Mais on doit aussi mentionner la guerre par procuration contre la Syrie, pour laquelle Obama a directement ordonné l'armement de rebelles dits modérés dans un but de changement de régime, le tout augmenté de sanctions économiques dévastatrices pour la population. Et là aussi, le pays en est sorti ravagé. Et oui, je sais que la Syrie c'est un cas complexe avec des lourdes responsabilités dans tous les camps, mais l'impérialisme occidental est une cause fondamentale et structurelle de cette histoire. Et si vous voulez tout savoir, le cas du conflit syrien, je m'y intéresse depuis longtemps, et je prévois d'y revenir longuement et dans le détail avec une grosse série documentaire.
C'est un peu mon plus gros projet de long terme à ce jour, et il me tient beaucoup à cœur, donc ça finira bien par sortir. Mais pour revenir à Obama, on peut enchaîner avec le Yémen, qui a aussi été l'une des grandes victimes du programme de drones. L'Arabie Saoudite, grand allié historique des États-Unis, a mené une campagne de bombardement meurtrière sur le pays à partir de mars 2015, ce qui a entraîné la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Et ben, face à ça, l'administration Obama a réagi en vendant plus d'armes à l'Arabie Saoudite que n'importe quelle administration précédente. Et là non plus, il ne pouvait pas ignorer les crimes de son allié. Les faits étaient déjà connus et documentés, et une réelle opposition à ces ventes d'armes avait même émergé au sein de son propre camp politique. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Obama a mené 8 ans de guerre abjecte à divers endroits de la planète, avec un bilan humanitaire absolument glaçant, le tout avec un sourire éclatant qui n'a jamais laissé transparaître la moindre honte. Et quand des lanceurs d'alerte ont eu le courage de dénoncer ce genre d'exactions, il les a pourchassés et persécutés comme le premier régime autoritaire venu. Au vu de sa popularité qui semble encore relativement intacte aujourd'hui, ça me semblait pertinent de rétablir ces faits. Bon, encore une fois, comme je le disais au début, 100% des lauréats du Nobel de la paix ne sont pas à ce niveau de scandale, et certains sont même sincèrement méritants en ce qui concerne le combat pour la paix. Mais à mon sens, le simple fait que cette récompense ait pu être attribuée à des sinistres individus comme les 3 que j'ai cités, c'est très révélateur du biais pro-occidental abyssal de l'institution qui la décerne. Parce que les 3 champions de cette vidéo là, c'est vraiment loin d'être des cas isolés. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur Liu Xiaobo, le Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Jimmy Carter. En 2012, ils ont même donné le prix à l'Union Européenne, sérieux. Alors, si vous êtes curieux de mon opinion sur l'UE, je vous renvoie à cette vidéo qu'on a faite sur Elucide avec Carla Costantini et Camille Adam, ça vous donnera une bonne idée. Si je devais résumer grossièrement la tendance moyenne du Nobel de la paix, je dirais que c'est un peu l'Occident qui récompense l'expansion et l'affirmation de son propre modèle. Quand c'est un dirigeant politique qui est récompensé, c'est toujours un dirigeant occidental ou pro-occidental, à de rarissimes exceptions près. Quand c'est un dissident, c'est quasiment toujours un dissident d'un État considéré comme un adversaire, voire un ennemi des intérêts occidentaux. Et dans cette catégorie, la lauréate de cette année pulvérise tous les records de n'importe quoi. María Corina Machado, une opposante vénézuélienne qui aime beaucoup la paix et les droits humains, comme elle l'a bien montré en exprimant son soutien à la politique de Netanyahou à Gaza. Et concernant ce qu'elle souhaite pour son propre pays, comment dire... We have a massive armada formed, by far the biggest we've ever had in South America. I absolutely support President Trump's strategy. It was Maduro who declared war on the Venezuelan people with state terrorism and abroad with narco-terrorism. We're just going to kill people that are bringing drugs into our country. You know, they're going to be like dead. Some people talk about invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas. If he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. I will welcome more and more pressure so that Maduro understands that he has to go. María Corina Machado reçoit le prix Nobel de la paix pour son travail infatigable pour promouvoir les droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature vers la démocratie. Honnêtement, je vois pas quoi dire, à ce niveau-là, ça se passe de commentaires, hein. Surtout quand les objectifs réels de tout ça sont déjà clairement exposés. Forget about Saudi Arabia. Forget about the Saudis. I mean, we have more oil. I mean, infinite potential. We are going to privatize all our industries. Venezuela has huge resources. Oil, gas, minerals, land, technology. We will open Venezuela for foreign investment. I am talking about a $1.7 trillion opportunity, not only in oil and gas, which is huge, and you know that the opportunities, because we will open all upstream, middle stream, downstream to all companies, but also in mining,
in gold, in infrastructure, power. Franchement, c'est chiant, je sers plus à rien moi là. Enfin, d'habitude, les impérialistes, ils essaient de se cacher un peu plus, quoi. Ils disent pas les vrais objectifs aussi clairement comme ça. Non mais s'il vous plaît, faites un effort, sinon moi à ce rythme-là, dans 2 mois, j'ai plus qu'à fermer la chaîne, hein. Plus sérieusement, je trouve que ce prix Nobel marque assez bien le tournant trumpien de l'impérialisme, qui garde les mêmes bases sur le fond et les mêmes pratiques, mais qui ne s'embarrasse plus de beaux discours humanitaires. À ce niveau-là, Machado, c'est un peu une transition de cette propagande d'impérialisme humanitaire en train de mourir vers un impérialisme totalement décomplexé qui annonce d'entrée de jeu qu'il est là pour piller purement et simplement les ressources d'un pays souverain. Le tout avec le sourire le plus flippant de toute l'histoire du colonialisme. Non, sérieux, on me la fait pas, hein. Je sais reconnaître un méchant de film hollywoodien quand j'en vois un. Au passage, petite mention à Julian Assange qui a récemment déposé une plainte contre la Fondation Nobel pour l'attribution du prix à Machado, notamment dans le but que l'argent qui va avec lui soit retiré. Alors je sais pas vraiment quelles sont les chances que cette procédure aboutisse, hein, mais je ne peux que soutenir totalement la démarche. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je le tourne le 22 décembre, donc je sais pas la tournure que les événements récents auront prise pour le Venezuela quand je publierai la vidéo, mais c'est vraiment inquiétant, et je pense qu'il faudra en reparler bientôt. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que les impérialistes de Washington n'ont pas traîné. À l'heure où j'enregistre ce petit ajout, on apprend que le Venezuela a été bombardé et que le président Nicolas Maduro a carrément été kidnappé par les États-Unis. C'est évidemment une agression brutale en totale violation de toutes les règles internationales, mais c'est totalement aligné avec ce que la Maison-Blanche avait annoncé dans son document de stratégie pour la sécurité nationale. On a une démonstration parfaite de ce qu'il voulait dire quand il parlait d'appliquer le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Donc en tout cas, c'est confirmé, on va reparler de tout ça le plus vite possible. Dernier petit rappel pour vous abonner à cette chaîne et partager la vidéo sur vos réseaux, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider mon travail à être plus visible. Et sur ce, comme d'habitude, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, essayez de pas devenir dingue, et moi je vous dis à la prochaine.